Vous vous rappelez, j'avais dit à mon jeune frère Pressiapi d'aller doucement quand il s'agit de nos autorités et d'avoir le langage approprié parce que ce qu'il dit est d'une gravité extrême. Il parle si comme sans lui, sans ces informations, nos services de renseignement ne sont pas à la hauteur. Alors, je vais vous amener à écouter un peu le Premier ministre du Burkina. Vous vous rappelez, ce même jour, j'avais dit, l'ancien président de Cuba, qui n'est plus, qui le repose en paix, Fidel Castro, a échappé à 638 tentatives d'assassinat de la CIA. Vous avez écouté le Premier ministre de Burkina. Il dit, bon, entre lui et moi, je ne sais pas trop qui a agi, mais comme il a cheveux blancs partout, bon, vous comprenez que tous ceux qui ont cheveux blancs à côté de Keïta, c'est pas forcément qu'ils sont plus âgés que Keïta. Bon, on prend ça comme ça. Ça, c'est Dieu qui fait grâce à Keïta. Hein. Et puis le Damsa aussi. Donc, le Damsa est là, qui me rajeunit. On dit, tu es pardon à cause de Dieu, faut arrêter à faire des Damsa là, parce que tu deviens trop petit maintenant, là. Tu deviens trop jeune. Ça nous gêne Keïta. Il dit, bon, laissez ça tomber. Alors, on revient pour dire quoi? Écoutez, je vous en prie. Le Premier ministre du Burkina dit que le capitaine Ibrahim a échappé à 116 ou 118. On va l'écouter. Si je dis un faux chiffre, c'est pas bon. On va l'écouter. On va l'écouter d'abord. Bon. Ça, c'est les enfants qui chantent l'hymne national du Burkina en langue nationale au Burkina Faso. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas invité les pays de l'AES à la francophonie, parce que nous avons dégradé le français, nous avons remis le français comme langue de travail et non langue officielle. Du fait que le français n'est plus une langue officielle, le petit PD de français, le raté, le dévergondé, le pervers qui a épousé sa propre grand-mère, le petit Macron, le menteur, le manipulateur, ceux qui dépècent et détruisent la démocratie et veulent nous imposer cette démocratie à laquelle ils ne croient pas. Il a décidé de ne pas inviter nos chefs d'État, enfin nos États, à participer à la francophonie. Quoi de plus normal? Parce que nous ne voulons pas du français comme langue officielle. C'est terminé. Donc, puisqu'on l'a choisi, alors cela doit donner à réfléchir à chacun. C'est un choix qu'on a fait. Alors, posez-vous la question. Donc, on nous condamne pour avoir choisi. Alors que le fondement de la démocratie, le béaba de la démocratie, la base élémentaire de la démocratie, c'est la contradiction, c'est la liberté de choix, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. On dit, vous n'avez pas le droit de penser, c'est nous qui pensons à votre place, c'est nous qui disons à votre place, c'est nous qui décidons à votre place, vous ne pouvez pas penser, vous êtes bête. C'est eux qui nous disent ça. Alors, vous croyez toujours à cette démocratie? Tant mieux pour vous si vous y croyez. Si vous croyez à cette démocratie, tant mieux pour vous. Moi, j'ai renoncé à ça il y a longtemps. Vous n'avez qu'à suivre aujourd'hui. Je vous dis toujours, je vous demande pardon. Allez suivre les élections américaines. Je vous demande pardon. Allez suivre les élections américaines, la campagne présidentielle, pour savoir que la démocratie, elle est morte il y a longtemps. Alors, pourquoi elle est morte? Une parenthèse, comme Keïta aime les parenthèses. Une parenthèse. Voilà le gouvernement israélien. Dans le gouvernement israélien, il y a ce qu'on appelle la droite radicale, les extrémistes, les nationalistes, les pro-israéliens. Mais, depuis la mise en place de ce gouvernement de Benjamin Netanyahu,
on n'a vu personne au monde parler d'extrémisme en Israël. Mais pourtant, quand Marine Le Pen était face à Macron, les idiots des Français ont cru devoir diaboliser Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, ils travaillent avec ceux-mêmes qui ont la même politique que Marine Le Pen en Israël. Aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou ne tient que par ces extrémistes, les va-t-en-guerre, parce qu'ils ont fait, ils ont lu, et ça c'est Dieu qui m'a montré, ils ont lu la Bible en envers. Les dirigeants actuels d'Israël, ils ont lu la Bible en envers. La partie de la Bible qui parle de David, le roi David, hein? Nous on l'appelle Massa Suleiman. Son combat avec Goliath. Donc Israël pense toujours que Israël est David. Et que ceux qui viennent attaquer Israël, ce sont des impies, des infidèles, ce sont des Goliaths. Et ils pensent que s'il y a un combat c'est pourquoi ils ont cette façon de parler. Ils se disent que Dieu va jamais les abandonner. Mais il y a longtemps, Dieu vous a quitté. Dieu vous a quitté il y a longtemps. Dieu vous a abandonné il y a longtemps. Vous avez crucifié celui qu'il a envoyé pour nous sauver. Est-ce que Dieu ne vous a pas déjà abandonné? Dieu vous a abandonné. Vous tuez enfants, femmes, vieillards, femmes enceintes. Vous les massacrez au nom de vouloir éradiquer complètement une organisation. Depuis quand au monde on peut éradiquer complètement? Parce que l'organisation, ce n'est pas la race, c'est l'idéologie. Et une idéologie, on ne peut jamais détruire une idéologie. La preuve, malgré la mort d'Hitler, la défaite d'Hitler aujourd'hui, il y a des nazis qui sont là. Vous n'avez qu'à regarder Hitler, l'Ukraine, vous n'avez qu'à écouter les discours de Poutine, vous n'avez qu'à aller dans certains endroits où vous allez voir les signes d'Hitler un peu partout qui commencent. Le signe nazi commence à remonter un peu partout. Alors, Hitler est mort, certes. Il a perdu son combat, mais l'idéologie nazie est encore là, est encore vivante au sein de certains peuples. Je dis bien au sein de certains peuples. Donc quand il s'agit d'idéologie, on ne peut jamais éradiquer, c'est pas possible. C'est pas possible. Même une race, on ne peut pas. Sinon, Hitler a même tenté d'éradiquer les Juifs avec l'Holocauste. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Ils se blaguent, ils croient que eux, ils sont David, les autres c'est Goliath. Mais l'Iran croit en Dieu. L'Iran n'est pas un pays impie. L'Iran n'est pas une nation infidèle. L'Iran croit à un Dieu, le Dieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Dieu même d'Israël, qui est le Dieu créateur. Donc l'Iran craint plus Dieu que vous. Alors vous avez pris des voyous, des criminels, des extrémistes, et le monde n'a aucun problème avec ça. Mais le monde a un problème quand il s'agit d'Ibrahim. Le monde a un problème quand il s'agit d'Assimi Goïta. Le monde a un problème quand il s'agit du général Tchani. Mais quand Israël prend des extrémistes pour tuer, les médias occidentaux ferment leur gueule. C'est là on dit voilà l'échec des journalistes africains. L'échec de nos offices télévision et radio de l'AES. À quoi vous servent vos salaires avec les indemnités qui vont avec quand vous êtes incapable de susciter des débats hautement intellectuels? Quand les Américains vous décryptent ou analysent les sondages, aux États-Unis, je vais fermer la parenthèse avec cette petite réflexion. Aux États-Unis, on dit les indécis, et puis on dit il y a les key states, c'est-à-dire les États clés, les États qui décident. En général, c'est 2 ou 3 États qui décident de la victoire d'un candidat, s'il sera président ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc, allez écouter, on dit les indécis, ceux
qui n'ont pas encore choisi. Parce qu'il y a des gens qui sont nés démocrates, qui vont mourir démocrates. Il y en a qui sont nés républicains, qui vont mourir républicains. Mais il y a des gens qui ne se reconnaissent ni aux démocrates, ni aux républicains. Eux, ce sont les indécis. Donc, il faut les convaincre. Mais comment vous allez convaincre quelqu'un qui ne comprend rien? Mais la force chez eux, c'est quoi? Tout le monde est allé à l'école. Donc, le niveau d'alphabétisation est élevé. Donc, chacun comprend le jeu. Quand vous parlez à un public averti. Mais chez nous, on dit démocratie. Mais est-ce que nos peuples sont suffisamment avertis pour faire ça? Pour balancer? C'est pas beaucoup. Alors, chez nous, parce que la démocratie se mesure par rapport à la maturité du peuple. La maturité n'est pas forcément liée à l'éducation ou à la formation académique. La maturité est liée au fait que le peuple est engagé lui-même. Il comprend les enjeux. Qu'on lui parle en Wolof, en Bambara, en Sénoufo, en Wabé, en Guéré, en Bété, en Wojineka, peu importe la langue utilisée, mais déjà dans sa tête, il est prédisposé à écouter parce qu'il sait ce qui est en jeu. Malheureusement, nos États, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Le niveau où le peuple doit être impliqué. Ça, c'était avant l'arrivée d'Ibrahim. C'était avant l'arrivée d'Assimi Goïta, avant l'arrivée du général. Aujourd'hui, pourquoi Ibrahim est beaucoup visé? Ibrahim est beaucoup visé pour la simple et bonne raison que Ibrahim, il fait de l'éducation, de la formation. Ibrahim, il parle, il éveille les consciences. Moi, j'aurais souhaité même qu'on donne la communication de l'AES au Burkina Faso. J'aurais été très content si c'était le Burkina qui avait l'AES, la communication de l'AES à construire. Par respect, ils ont donné à Assimi Goïta. Lui aussi, il a donné à des gens qui ont montré leurs limites. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont produire, je ne sais pas. Bon, comme ils ont travaillé les Burkinabés et puis les Nigériens, on ne sait pas ce qui va sortir dedans. Donc, espérons que quelque chose de bien va sortir. Et Ibrahim, il fait la formation, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, le Burkinabé est beaucoup impliqué dans la politique. Il y a une chose qui est claire en politique. Ou vous faites la politique, vous décidez pour vous-même, ou vous subissez la politique, les autres décident pour vous. C'est tout. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est la seule. Ou vous faites, et puis vous décidez pour vous-même, ou vous ne faites pas, vous subissez et quelqu'un décide pour vous. La politique, ce n'est pas forcément aller voter, mais c'est de comprendre les enjeux. Ceux qui viennent vous parler, qui ne croient pas qu'ils ont des idiots en face d'eux, des analphabètes, des égarés, des gens qui ne comprennent rien, des ignorants, mais qui se rendent compte que ce qu'ils vont dire, vous êtes en mesure d'apporter la réplique s'ils sont en erreur. C'est le combat que nous on mène. Malheureusement, on n'est pas soutenu. Malheureusement, on n'est pas soutenu. Il y a plusieurs façons de soutenir quelqu'un. Je ne parle pas de soutien financier, mais il y a plusieurs façons de soutenir. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Mali. J'aurais bien souhaité être au Burkina ou être burkinabé. Je suis sûr qu'au Burkina, déjà, j'allais faire mieux que ce que j'ai fait en ce moment. Je vous jure au nom de Dieu, j'ai dit, mais pourquoi même je ne suis pas burkinabé? Parce qu'Ibrahim comprend les choses plus aisément. Au Mali, on a induit le président dès le départ dans une erreur. Ça fait que pour s'en sortir, c'est un peu compliqué pour lui. Moi, je comprends Assimi Goïta. C'est pourquoi je n'en veux pas Assimi Goïta. Je comprends. Parce que dès les premiers jours, on a tendu des pièges. Il y avait tellement de pièges. Il a évité énormément de pièges. Mais, il y a des pièges où il a été pris dedans. Bon, il essaie de gérer doucement, doucement, mais il a été pris dedans. Hein? Parce que quand tu arrives au pouvoir, là, il y a beaucoup de gens vont venir, les appels par-ci, par-là, blablabla. Bon, souvent, pour pouvoir te retrouver, tu prends des gens avec qui tu travailles. Mais ceux-là aussi vont mettre, bon, tu restes dans ça. Bon, comme c'est un soldat, il a été dur, mais, je peux dire à 90%, il a pu résister, mais les 5 ou 10% qui restent là, ça c'est cette partie-là, la communication,
et puis l'implication personnelle dans certains dossiers, c'est ça qui est malheureux. Bon, peut-être qu'après, il va comprendre, je ne sais pas trop, ou après, il va décider, je ne sais pas trop, mais on espère que tout aille pour le mieux. D'accord? Alors, donc au Burkina, le Premier ministre Apollinaire est revenu sur les nombreuses tentatives d'assassinat, 116 je crois. C'est pas ça? C'est 116. Bachili, c'est combien? Bachili, tu es là, non? Faut me dire, bon, on va écouter. On va essayer d'aller un peu vite. Je veux donner la parole au Premier ministre. Ils doivent transmettre cela, n'est-ce pas? Voilà. À tout le peuple burkinabé et à la postérité. Je n'oublie pas d'ailleurs que c'est la révolution qui nous a fait découvrir un des maires de Samo, qui est le Zamlé, je crois, hein. Voilà. Quand le président Thomas Sankara, avait décidé d'introduire les mets locaux dans les réceptions officielles. Donc, je remercie nos amis Samo d'avoir gardé, comment je vais dire là, cette histoire commune à nous tous. Bon, quant aux petits-enfants, c'est l'espoir de notre pays. Écoutez bien. Je remarque, n'est-ce pas, qu'ils ont tous porté un t-shirt à l'effigie de notre président. Et avec des jupes, n'est-ce pas, en tenue locale. C'est très symbolique et c'est très parlant. Je remarque aussi que nos amis journalistes ici commencent à se mettre petit à petit en tenue locale. Même si certains sont toujours rebelles. Il est temps qu'on s'y mette tous. C'est ça, là. Parce que c'est ça, notre identité. Écoutons. C'est ça, nos valeurs. Mais il faudrait que les jeunes enfants aient conscience vraiment de ce qu'ils font. Pour que longtemps après, quand nous ne serons plus là, ce soit eux qui portent le flambeau de l'identité nationale et de notre patrimoine. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la révolution de Thomas Sankara, notamment madame, qui a essayé d'expliquer le combat que mènent ces enfants-là. On va écouter, hein. Au temps de Thomas Sankara, il y avait ce qu'on appelait les pionniers. 116, ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, parmi ceux qui ont survécu, et parmi ceux qui portent haut le flambeau de la lutte actuelle, ce sont les anciens pionniers de la révolution du temps de Thomas Sankara. Donc, il faudrait que ces enfants aussi, quelles que soient les intempéries, soient à l'avenir les porteurs du flambeau de la nation. Vous savez que le chef... Ouais, il va parler de ça ici. Alors, vous savez ce qui est intéressant? Sankara est mort. Et je suis tombé sur une interview de Bourget, l'interview qu'il a accordée à RFI, parce qu'il a accordé RFI, France 24, TV5 Monde, je sais pas, le journal Le Monde, mais c'est pour RFI. J'ai écouté pour TV5 Monde, j'ai écouté pour France 24, j'ai écouté pour RFI. Que nos autorités m'excusent, je sais que ce sont des médias qu'on a suspendus, mais celui qui était à l'honneur méritait qu'on prête une attention à ce qu'ils disent. Il dit que Jacques Foucault, Monsieur France-Afrique, lui avait demandé de dire à Thomas Sankara, je vous invite à aller écouter, parce que j'ai dit quelque chose sur Thomas Sankara la semaine dernière. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit Dieu est merveilleux. J'ai dit Dieu est merveilleux. J'ai dit, rien ne sortira de ma bouche si telle est la volonté de Dieu qui ne sera pas accomplie devant vous avant que chacun de nous ne se couche dans sa tombe. Le monsieur dit, Foucault lui a dit, de dire à son ami Thomas, de faire très attention parce que dans son entourage, il y a quelque chose de grave qui se prépare, sa liquidation. Il dit, lui, il était ami avec Thomas, mais c'est par rapport à un de ses étudiants burkinabés qu'il enseignait à l'université de Dakar. C'est celui-là qu'il a mis en contact avec Thomas Sankara. Et il a
appelé Thomas au téléphone. Thomas était avec qui là? Oh merde, il a dit le nom de... Est-ce que Thomas devait être avec De Villepin? Dominique de Villepin, je crois. Il a appelé Thomas. Il dit à Thomas, Thomas, j'ai reçu une information d'une capitale, d'une importance capitale. S'il te plaît, fais très attention. Thomas dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ton plus proche collaborateur, celui qui est près de toi, il va te liquider. Tout est déjà fait. Prends tes distances, tout de suite agis. Thomas lui a dit, si c'est Blaise qui va le tuer, qu'il en soit ainsi. Il dit, il est resté bouche ouverte. Il dit, si c'est Blaise qui va le tuer, qu'il en soit ainsi. Mais entre-temps, la femme de Blaise, Chantal Compaoré, elle faisait la navette entre Abidjan, Paris, et oui, Abidjan, Paris, Ouaga, Abidjan, Ouaga, Paris. Et c'est elle qui était à la manœuvre. Chantal Compaoré. C'est elle. Et pour que Blaise accepte de tuer Thomas, c'est pourquoi on nous dit que chacun sache marier sa femme. Il y a des femmes que vous mariez, vous croyez que c'est votre femme. Je suis désolé, c'est le diable en personne qui va vous liquider. Ou il y a des hommes que les femmes, vous croyez avoir marié un ange, mais c'est un homme qui va détruire votre vie. Si nous ne savons pas faire le bon choix, la femme, le bon mari, l'homme, la bonne épouse, que Dieu nous préserve. Blaise croit que Chantal est une femme. Bien. Mais Blaise ne sait pas que c'est Chantal-là qui va l'amener en enfer. Blaise ne sait pas que Chantal a payé son billet d'avion pour aller en enfer. Regardez comment Blaise est en train de finir aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Blaise Compaoré, comment il est en train de finir. Thomas Dessy, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. C'est quand les choses ont pété que Thomas a su que c'était fini pour lui. Bon, les gens ont expliqué comment moi j'ai pas envie de revenir sur les récits. J'ai eu la chance d'écouter la vraie version. Comment ils ont liquidé Thomas, ceux qui étaient à la charge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pour tuer le président, d'abord, on change l'entourage, c'est-à-dire la garde rapprochée. Et c'est Blaise qui avait la gestion de la garde rapprochée. Quand Thomas est arrivé, il a vu que les hommes ont changé, il a tiqué. Il a compris que quelque chose, mais il a fait comme s'il n'y avait rien. Il n'a rien dit. Blaise a changé. C'est la même chose. Paix à son âme. Pour que ATT fasse le coup d'État à Moussa Traoré, qu'il repose en paix, ATT avait changé la garde de Moussa Traoré. Quand vous changez la garde, c'est facile pour vous. Vous mettez vos hommes là. Ils vous obéissent. C'est ce que le général a fait avec Bazoum. C'est lui qui avait la gestion de la garde présidentielle. Donc il a changé, il a mis ces hommes là. Et puis ils ont mis la main sur Bazoum. C'est comme ça que Thomas, c'est pourquoi j'ai dit que Thomas Sankara, et je répondais à Chris Yapi, il dit Chris, Thomas savait que Blaise allait le trahir. Thomas savait que Blaise travaillait pour Oufoué, Blaise travaillait pour la France-Afrique. Thomas savait, et Thomas a décidé volontairement de laisser Blaise le tuer, parce que Thomas avait déjà sémé la graine de la révolution, la graine du véritable Burkinabé. Thomas avait déjà sémé cette graine. Et il sait que cette graine, après sa mort, peut-être le temps que la graine pourrit avant de pousser. La graine a pourri, elle a poussé. Ibrahim est sorti, Apollinaire est sorti, Bassolma est sorti. Tous ces gens-là aujourd'hui qui sont sur les, que vous les voyez, ils sont tous sortis. Aujourd'hui, ils sont prêts à donner leur vie pour le Burkina. Parce que Thomas avait planté cette graine-là. Et il s'est dit, s'il doit mourir, il a déjà tracé les sillons. Voilà pourquoi, malgré les plus de 20 et quelques années de Blaise au pouvoir, quand le capitaine est venu, on dirait que Blaise n'a jamais été président au Burkina. Vous avez l'impression que c'est quand Thomas Sankara a laissé le pouvoir que le capitaine a pris. Il a effacé Blaise, le nom de Blaise n'existait plus. Alors quand ces petits idiots-là viennent nous parler, Ado, vous êtes tellement bêtes. Ado là,
son nom va disparaître comme il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. De toute façon, Blaise est fini, là. C'est comme ça, il doit finir. Moi, j'ai dit pour moi il y a longtemps. Donc, vous comprenez, et écoutons ici rapidement. Et l'État a délivré un discours important hier. Je vous invite donc à vous en imprégner, à en prendre possession et à faire de ce discours un guide pour nos actions futures. Il a notamment parlé des traîtres de la nation. Écoutez bien. Comme vous savez, depuis que le président Traoré est là, il y a eu 116 tentatives de 116 tentatives de déstabilisation, pas seulement de déstabilisation, d'assassinat direct, élimination physique. C'est pourquoi je dis à mon jeune frère Chris Yapi. Alors aujourd'hui, le Premier ministre sort avec le chiffre 116. Moi, j'avais donné le chiffre 638 tentatives d'assassinat de la CIA contre Fidel Castro. Alors, est-ce que Chris Yapi peut nous dire que lui, ça fait 116 fois il est sorti pour avertir les autorités burkinabées? Je suis content. Vous voyez, quand vous parlez comme ça sur les réseaux, vous mettez en valeur, en évidence, le travail remarquable, professionnel et impeccable de nos services de sécurité, de notre, comment on appelle, de nos services de renseignement. Et puis des officiels sortent pour corroborer, pour donner de la ténacité, de la vigueur, de la force à vos propos. C'est fini. Il a fallu que le président de Burkina sorte pour dire que Ibrahim a échappé à 116 tentatives d'assassinat et de déstabilisation du Burkina. 116 depuis sa prise de pouvoir en 2 ans. C'est pourquoi je dis à Chris Yapi, j'ai dit petit, je te respecte, je respecte le travail que tu fais, mais respecte nos autorités, je t'en prie. Tu crois que nos services de renseignement ne savent pas quelque chose? Je vous ai dit quoi ce jour-là? J'ai dit nos services de renseignement travaillent 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. 12 mois dans l'année. 366 jours dans l'année. Ils travaillent sans relâche. 24 heures. Alors, si nos autorités ne travaillaient pas, si nos services de renseignement ne travaillaient pas, vous croyez qu'Ibrahim allait pouvoir échapper à 116 tentatives d'assassinat? 116 en 2 ans? Mais on n'a pas fait de bruit. Je vous ai dit, nous on est militaires, on ne parle pas beaucoup. Chris Yapi, quand je dis on n'est pas même chose, quand je dis tu es mon petit, quand je dis on ne joue pas dans la même cour, je ne me moque pas de toi, mais quand Keïta parle mon petit, il faut prendre et puis tu t'assois, tu regardes. Parce que c'est le baobab de Dieu au milieu de l'humanité. Quand lui parle, les autorités sortent et puis il donne la preuve. Voilà ça ici, vous avez entendu 116 tentatives. Mais vous avez vu comment j'ai défendu nos autorités, comment j'ai défendu nos services de renseignement, quand Chris Yapi essaie de les infantiliser, pour faire croire que c'est lui qui leur donne les informations. Est-ce que Chris Yapi a une idée? Est-ce que lui savait qu'il y a eu 116? Moi, je ne le savais même pas. Il a fallu que je parle peut-être des 638 tentatives d'assassinat de Fidel Castro pour que Apollinaire en parle. C'est pourquoi j'ai dit, j'aurais bien voulu être burkinabé, parce que je suis sûr que si j'étais là-bas, les choses j'allais mettre le feu en Occident. Parce que si tu travailles avec tes maigres moyens, si tu es épaulé par l'État alors, imagine ce que tu peux faire. La vérité est là, non les gars? Ou bien, j'ai dit, la preuve est là. stabilisation. Donc la plupart visent l'assassinat particulier du président Ibrahim Traoré, qui est leur bête noire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme au temps de Thomas Sankara, le chemin que nous avons pris remet en cause beaucoup de choses. Ne serait-ce que le Fassodan Feni que nous voulons promouvoir. Ok, on va s'arrêter là. Les intérêts sont menacés. Les intérêts occidentaux. N'est-ce pas de cela que j'ai parlé à Chris Yapi? Vous n'avez qu'à écouter. C'est comme Ibrahim aussi a pu le temps d'écouter mon intervention. Et pendant l'échange qu'il a eu à la radio Burkina, il a dit quoi? Il dit on est conscient. Il y a des bouleversements qu'on va faire. Mais ces bouleversements-là, vous croyez que les gens, ils vont rester croiser les bras? Donc, on est au courant de tout ça. Et on sait tout ça. Que les gens
travaille dans l'ombre pour déstabiliser. Déstabiliser, c'est un euphémisme. Sinon, c'est de liquider. Liquider Ibrahim. Lui, il disait que les autorités burkinabées vont dormir sur leur laurier parce qu'ils ont cru qu'ils ont démasqué, que c'est fini. Il y a beaucoup encore qui arrivent. Il dit que Christian soit un peu intelligent. Pourquoi c'est maintenant que le Burkina a décidé d'en parler? Le Burkina a décidé d'en parler parce que le Burkina sait mieux que toi qu'il y a encore un autre plan. Donc le Burkina sort pour dire, on a démasqué ça. Ce que vous êtes en train de faire là, on est au courant, on va démasquer et vous allez voir. C'est un message. Ça, c'est un message collé. Quand il y a une procédure judiciaire, en général, on laisse la procédure aller jusqu'au bout. Mais quand vous commencez à citer des noms, et c'est la première fois que moi j'ai vu ça, quand vous commencez à citer des noms, donne-moi une seconde, quand vous commencez à citer des noms, sans que la procédure ne soit à terme, il y a un problème. Mais le Burkina fait exprès pour citer des noms. Et là, Chris Yapi aurait dû être un peu intelligent pour dire attention, il cite des noms. Est-ce que ces gens-là ne sont pas au courant de quelque chose? Mais quand tu viens, tu dis, ah, si vous croyez que c'est fini, il y a encore blablabla, il y a nanana, 30 personnes infiltrées. La dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit 60, mais il disait que 30 tiraient de l'État. Ils n'ont qu'à rentrer. Ils seront pris comme des rats et on va les briser comme poulets. J'ai dit, on va les prendre comme des rats et puis les briser comme des poulets. Une dernière fois. Les 30 mercenaires qui sont rentrés, on va les prendre comme des rats et les briser comme des poulets. Ils sont tireurs d'élite, non? Nous là, on attrape les tireurs d'élite. Alors donc, vous avez vu ça. Il y a une autre partie que je vais vous faire écouter aussi, l'intervention du président du Gabon. Là où nous demandons au président Goïta, c'est vrai, vous êtes tous d'accord avec moi que je n'ai aucune sympathie, aucune amitié avec le président gabonais, le général, comment il s'appelle là, le président gabonais, il s'appelle comment? Je le dis, je n'ai aucune sympathie, aucune relation, et je parlerai jamais du bien de ce monsieur-là parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais il a fait quelque chose. Il a pris une décision. Je voudrais que le président Assimi Goïta réfléchisse un peu et revienne en arrière pour prendre certaines décisions. Assimi Goïta l'a fait avec l'énergie. Et aujourd'hui, les dossiers de l'énergie avancent. Je dis bien, les dossiers avancent. Je dirais pas, je suis pas dans le secret des dieux pour vous dire dans quel mois, mais je peux vous dire que d'ici la fin de l'année 2024, cette histoire de coupure de courant intempestive, d'ailleurs qui a énormément, beaucoup changé. À part quelques zones, il y a le délestage, je peux dire, a été réduit à près de 80-90%, à l'exception de certaines zones. Parce que les gens sont en train de travailler d'arrache-pied. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Nous-mêmes, normalement, on devait être sous couverture. Mais, d'après les informations que j'ai reçues, il paraîtrait qu'il y a eu une erreur de, comment on appelle ça, de calcul ou bien quoi. Donc, ça fait qu'il y a eu un petit souci. Bon, ils sont en train de gérer pour remettre les choses en ordre. C'est ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas officiel, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais toujours est-il que Assimi Goïta a décidé de s'impliquer dans la gestion de cette histoire-là, l'énergie. Et les choses sont en train de changer. Et vous allez voir que avant la fin de l'année, ou du moins au plus tard à la fin de l'année 2024, cette histoire de délestage, on va plus la connaître. Alors, moi, je discutais comme ça avec des gens, oh, mais pourquoi Assimi,
Elle ne peut pas aller négocier à Ouattara. J'ai dit, vous êtes fous. Ça, c'est le plan diabolique de la France-Afrique. Alors, je vais vous donner une petite idée de la France-Afrique. La France-Afrique, Clotilde, ok, merci beaucoup, Gustave. Merci beaucoup. Oligui, ok, c'est ça. Ok, merci beaucoup, les gens, merci. Vous savez, il y a des choses, soyons sérieux. Quand le président Goïta a décidé, au risque de ne pas me répéter, de prendre les choses en main, on dit, mais il faut aller négocier à Ouattara. J'ai dit, pourquoi il va aller négocier à Ouattara? Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la France-Afrique, de la Banque mondiale, du FMI, du Club de Paris, le Club de Londres, tout ça autre. En quelques phrases, j'ouvre une parenthèse, une deuxième parenthèse. Ils ont financé des projets dans certains pays de la France-Afrique. Et dans le financement de ces projets, il y a des pays qui étaient visés. L'objectif était que ces pays-là deviennent des clients des pays où on a financé les projets. Je prends 2 pays, sinon 3 ou 4. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, je peux citer. Dans ces pays, la France a appuyé pour que ces pays-là obtiennent des financements pour développer leur port, pour développer l'infrastructure énergétique. De sorte que le Mali, le Burkina, le Niger deviennent des clients de ces pays-là. Donc, des prêts colossaux ont été accordés à ces pays pour que les pays qu'ils appellent enclavés, désertiques, pauvres, Mali, Niger, Burkina, nous soyons les clients de la Côte d'Ivoire puisque nous n'avons pas une façade maritime. Donc, ils ont financé le développement, l'aménagement du port d'Abidjan, du port de Dakar, Cotonou et puis Lomé. Effectivement, ça marchait comme ça. La Côte d'Ivoire, on a même augmenté la production de l'énergie. Mais l'idiotie, la bêtise, l'irresponsabilité a conduit certains chefs d'État à croire que, puisque nous sommes dépendants de leur port, dépendants de leur fourniture d'électricité, ils peuvent nous imposer des sanctions, ils peuvent nous obliger à supporter leurs caprices, mais ils ont oublié une seule chose, que les choses ont changé. Les données ont changé, les hommes ont changé, les époques ont changé, il y a une amélioration. Et nous sommes venus avec l'appui des réseaux pour dire à nos peuples, la dignité vaut mieux que tout. Battons-nous pour avoir notre dignité. Ce ne sera pas facile, mais accrochons-nous. Quand ils ont pris leurs sanctions, ils ont cru pouvoir nous taper. Oui, les premières semaines, c'était compliqué. Au grand maximum, 1 mois. Après 2 mois, c'est terminé. On a trouvé de nouvelles sources d'approvisionnement. On nous a coupé le courant. On dit, c'est pas grave. On a coupé le courant au Mali, on a coupé au Niger, on a coupé au Burkina. On dit, d'accord, on ne retourne plus là-bas. On va se battre pour trouver nous-mêmes les solutions à nos problèmes. Parce que nous n'allons pas développer notre industrie. Nous n'allons pas développer notre économie en achetant l'électricité avec un autre pays qui lui-même n'est même pas capable de développer son économie. Alors, comment 2 aveugles peuvent marcher ensemble? 2 aveugles marchent ensemble, ils vont tomber dans un trou, vous convenez avec moi? La Côte d'Ivoire n'a rien, le Mali n'a rien, le Burkina n'a rien, le Niger n'a rien. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut nous apporter? Zéro. Merci depuis le Colorado. Alors, nous on a dit, on veut plus être aveugle, on veut voir clair. Dans on veut voir clair, on a diversifié nos partenaires. On a fait des propositions. Quand vous allez venir, on a besoin d'énergie. Pas des énergies petites, non. Puisque on veut nous-mêmes installer des grandes usines. On a besoin de l'énergie nucléaire, mais avant, il faut qu'on ait quelque chose d'abord pour que la population soit à l'abri du besoin.
On est tombé d'accord sur le financement. Eux-mêmes, ils viennent. Ils financent tout. On tombe d'accord sur une période d'exploitation. Et dans la période d'exploitation, ce qui leur revient, ce qui nous revient, on tombe d'accord. Nous, 5 francs ne sortent pas. C'est eux-mêmes qui viennent avec leur technologie, ils viennent avec leur financement, ils viennent et puis ils font tout. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Est-ce que c'est pas ce que la Chine a fait en Afrique de l'Est? La Chine vient, la banque chinoise vous prête l'argent et puis ce sont les entreprises chinoises qui viennent réaliser le projet pour vous. Et puis, les taux d'intérêt, c'est pratiquement zéro par rapport aux Européens. Donc, la Banque mondiale, le FMI, Club de Paris, Londres, que vous connaissez, Bretton Woods, ils financent des projets dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, et puis obligent des pays comme le Mali, Burkina, Niger, Tchad, à commercer avec ces États-là. La dernière en date, vous avez vu que la Banque mondiale a refusé, soi-disant, d'accorder un prêt au Mali pour acheter son gasoil. Si le Mali doit avoir ce prêt, il faut que le Mali achète avec le pays, que la Banque mondiale elle-même décide pour le Mali. Parce que la Banque mondiale a financé le projet et la Banque mondiale veut être payée. La Banque mondiale veut rentrer en possession de l'argent qu'elle a déjà investi quelque part. Donc, nous, quand on achète là-bas, ça permet au pays de payer sa dette. On dit, on fait pas. On dit à la Banque mondiale, prends ton argent. On va chercher financement ailleurs. Dieu merci, on a trouvé le financement ailleurs. Les Chinois sont prêts à financer, à construire. Eux-mêmes, le projet, ils font les études de faisabilité, ils font les prospections, ils regardent le terrain. Nous, tout ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est de trouver un terrain qui est viabilisé, un terrain qui a tous les documents, un terrain qui a un titre, on fait tout, tout est légal. Eux, ils viennent et puis ils construisent. Ils finissent de construire, on tombe sur une période, 5 ans ou 10 ans d'exploitation. Pendant les 5 ans ou 10 ans d'exploitation, la Chine prend peut-être 60% ou 65%, hein. Maintenant, 35% revient au Mali, puisque c'est la Chine qui a tout financé du début jusqu'à la fin. Donc, on prend 35%. Après les 5 ans, le Mali récupère sa chose à 100%. Terminé. Mais avec eux, c'est pas ça. Avec l'Occident, c'est pas la même chose. Quand ils financent, ils restent là pendant 50 ans. Le minimum chez eux, c'est 50 ans. Allez demander. Le minimum, c'est 50 ans. Je dis, mais 50 ans. Et même après les 50 ans, ils font tout pour ne pas partir. Ils font tout pour rester actionnaires dedans. Mais les Chinois, c'est au maximum 5 à 10 ans. Après ça, vous devenez propriétaire exclusif. Les Chinois n'ont pas un centime quelque part. Les Russes, c'est la même chose. Mais ceux qui se disent intelligents, blancs, qui disent on est pauvres, ils sont riches là. Voilà comment ils nous volent. Ils nous obligent à signer un contrat de 50 ans. Et au terme de 50 ans, on vous dit, vous devenez actionnaire majoritaire à 55%. Eux, ils restent encore là avec 45% ou 40%. Voilà leur technique. Et nous, on a dit dans le Sahel, on ne veut pas ça. On va souffrir un temps, mais on aura notre source d'énergie. Aujourd'hui, Dieu merci. Le Mali a déjà, si vous mettez ensemble les 4, je crois qu'il y a 4 centrales solaires, hein, qui sont en train d'être construites, je crois que ça fait à peu près 800 mégawatts, c'est pas ça? Batili, ça fait combien de mégawatts, là? C'est à peu près 800 mégawatts, je crois. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, la centrale nucléaire civile, là. Déjà, au niveau de la centrale nucléaire, déjà, des ingénieurs maliens, burkinabés, nigériens sont en formation déjà. Ceux qui sont pour la Chine, ils sont en Chine. Ceux qui sont pour la Russie, ils sont en Russie. Donc, déjà, on a nos ingénieurs qui sont partis pour la formation. Et le minimum, d'après ce qu'on nous a dit, c'est 2 ans. Ils sont là-bas. Ils sont en train de, il faut juste les reconvertir dans le nucléaire civil, c'est tout. Bon, est-ce que c'est pas merveilleux? Et ils finissent de construire, 10 ans après, c'est pour nous-mêmes. Mais la vie de la nation ne se limite pas à la vie du président ou du citoyen. Parce que on dit les hommes passent, mais le peuple, la nation, le pays demeure. Et ça, ils ont compris chez eux. 50 ans.
Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Le Mali n'a plus besoin de la Côte d'Ivoire en termes d'énergie. Et nous savons très bientôt, c'est la Côte d'Ivoire qui viendra acheter avec nous parce que nous en aurons tellement qu'on sera obligé de chercher des clients pour leur en vendre aussi. C'est fait à volonté parce qu'à ce moment-là, Ibrahim a dit quelque chose. Ibrahim a parlé comme un messie. Ibé, du Burkina. Il dit, attendez et regardez. Vous allez voir, les investissements qu'ils ont faits, c'était à cause de nous. Mais comme nous, on prend plus leur énergie, les Ivoiriens vont commencer à payer pour la dette d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de payer cher l'électricité. Alors quand vous voyez des bâtards comme ça là qui viennent dire à nos présidents et voir comment les Ivoiriens vivent la galère, la disette, ces gens de personnes là, qu'est-ce que Dieu même doit leur faire? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.